Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. 19h27 sur Sud Radio, les voix de la politique ce soir. Bienvenue à vous qui nous écoutez. 0826 300 300 pour débattre avec nos vraies voix. Nicolas Corato qui est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Vous êtes fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès de l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Hérédium. Bonsoir Frédéric Sinclair. Bonsoir. Bonsoir, politologue Frédéric Sinclair, que vous connaissez bien dans Les Vraies Voix, auteur de La refondation de la droite, c'est aux éditions Salvator. Est-ce la provocation de trop? Éric Zemmour, qui a suscité beaucoup de réactions après ses propos polémiques devant le Bataclan. Samedi soir, et sous l'œil des caméras, eh bien, le polémiste a critiqué l'action de l'ex-président François Hollande. Il l'a accusé de ne pas avoir protégé les Français en amont des attentats de 2015 et d'avoir pris une décision criminelle de laisser les frontières ouvertes, des propos d'ailleurs qu'il a assumés et réitérés le lendemain lors de sa visite au salon du Made in France. Êtes-vous indigné par les propos d'Éric Zemmour devant le Bataclan? Vous votez tout de suite sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, vous nous appelez, je vous redonne le numéro du standard de Sud Radio, 0826 300 300, j'attends vos réactions. Je vais faire réagir nos amis, Frédéric Sinclair et Nicolas Corato. Tiens, Éric Zemmour a-t-il franchi la limite, Nicolas? C'est pas la première fois qu'il franchit la limite. Je pense qu'Éric Zemmour a un problème avec les victimes des attentats terroristes. On se souvient de ses déclarations sur les enfants tués par Mohamed Merah et la mise en cause qu'il avait fait de leurs parents, d'une certaine manière, en s'exprimant, en étant le seul homme politique depuis le 13 novembre, à profiter d'un déplacement pour rendre hommage sur les lieux de la tuerie du Bataclan aux victimes et de profiter, de profaner d'une certaine manière ce lieu de mémoire en l'avilissant par de viles pensées et paroles politiciennes et démagogiques. Éric Zemmour, effectivement, repasse une nouvelle fois la limite de la République. Moi, je pense que les victimes du Bataclan méritent beaucoup mieux que ce théâtre d'ombre que promène partout Éric Zemmour. Et que c'est une honte, et pas simplement pour lui, mais c'est une honte pour la France de voir que 6 ans après les attentats du 13 novembre, on en est à cette démonstration. Mais vous lui reprochez, vous reprochez à Éric Zemmour ses propos, tout simplement, ou le fait de les avoir tenus? Il y a la forme et il y a le fond. La forme est inacceptable, le fond est inacceptable. Mais aller au Bataclan faire campagne pour la présidentielle, aller au Bataclan remettre en cause l'union nationale qui avait réussi, qu'on le veuille ou non, à fédérer le président Hollande, remettre en cause la mémoire des victimes, parce que, entre nous, il n'était pas loin de dire non plus que les victimes avaient une forme de responsabilité. On voit très bien. Je pense que, si vous voulez, Éric Zemmour a montré cette fois-ci qu'il était beaucoup plus, beaucoup plus violent avec les hommes politiques républicains de ce pays qu'avec les djihadistes sur lesquels il avait eu des mots, je vous le rappelle, extrêmement compatissants. Donc moi, je m'inquiète de plus en plus de voir Éric Zemmour franchir les limites de la République, franchir les limites de la nation, franchir y compris les limites du patriotisme et de la mémoire qu'on doit à tous ces gens qui ont souffert et qui sont morts, notamment au Bataclan. J'ajoute une dernière chose. Allez-y. C'est que ce moment d'indignité nationale que nous a offert Éric Zemmour contraste énormément avec ce qui se passe au même moment au Palais de Justice à Paris, où se tient le procès du 13 novembre, qui se tient dans une forme extrêmement digne et respectueuse, où les victimes viennent parler avec énormément de responsabilité de ce qui leur est arrivé, et qu'Éric Zemmour démontre et a démontré ce 13 novembre qu'il était indigne de la fonction de chef d'État. Êtes-vous indigné par les propos d'Éric Zemmour devant le Bataclan? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et pour le moment, on fera un point sur le vote dans quelques minutes. Pour le moment, vous dites non à 86%. Est-ce que vous faites partie de ces 86%, Frédéric Sinclair? Alors, en tant que citoyen, j'ai une opinion. Le politologue ne s'indigne pas, le politologue analyse en fait. Allez-y. Donc l'analyse est la suivante. Je pense que les Français, dans leur grande majorité, en ont marre de ces pleurnicheries à répétition. En fait. De cette France qui passe son temps à commémorer, à poser des bougies et des fleurs. De cette France qui passe son temps à se battre la coulpe et à
et dans la tristesse, revenir toujours aux mêmes endroits, de ces lieux de mémoire, comme on les appelle, de les sacraliser. Et à chaque fois, on en crée un nouveau, parce qu'à chaque fois, il y a de nouveaux attentats. Et à chaque fois, il y a de nouvelles victimes et donc de nouvelles occasions de commémorer, de nouvelles occasions, encore une fois, d'être attristé, contrit. Et donc, je pense qu'Éric Zemmour a voulu prendre réellement le contre-pied de cette chose-là. Il l'a répété pendant son allocution. Il a dit « Nous sommes en guerre, c'est une guerre de civilisation. Cette guerre, il entend la mener. On ne la mène pas par la faiblesse, on la mène par la force. » Et donc, il cherche politiquement, il cherche à pointer du doigt les responsabilités. Donc il y a des responsabilités en termes de politique publique, c'est toute la politique de l'immigration à partir du moment où on sait qu'il y a un risque pour la sécurité des Français. Et puis, il cherche à pointer les responsabilités personnelles et il se trouve que François Hollande s'était prononcé quelques jours auparavant en disant qu'il savait qu'il y avait un risque, même s'il ne savait pas. Enfin, Éric Zemmour, il a quand même, Frédéric Sinclair, l'art de provoquer. Il aurait pu, Éric Zemmour, faire un constat, donner des propositions, mais ne pas dire, entre guillemets, il ne l'a pas dit texto, François Hollande a tué 90 personnes. Il ne l'a pas dit. Non, il ne l'a pas dit comme ça. Je dis et vous avez raison, et je pense qu'il ne l'a pas pensé non plus. C'est-à-dire que je pense qu'on lui fait un faux procès. En revanche, là où il me semble qu'il touche son électorat, c'est que son électorat attend un combattant. En fait, il voit cet électorat, il voit une classe politique et médiatique qui passe son temps à se battre la coulpe, à s'affliger, à pleurnicher. Il dit « moi, je ne serai pas comme ça » et je pense que son électorat attend ça. Là où, à mon avis, il commet une faute politique, c'est sur l'utilisation du terme criminel. Oui. Pourquoi ? Parce que là, il quitte le champ du politique, il rentre dans le champ du pénal. À mon avis, il dérive. Et il ne tient pas sa ligne schmittienne, j'allais dire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut être cohérent intellectuellement. Effectivement, il y a une faute politique du gouvernement et on peut en parler et en débattre politiquement, mais il n'y a pas de faute criminelle. On ne peut pas criminaliser l'acte de François Hollande, d'autant que, bien évidemment, l'intention n'était absolument pas de mettre les Français en danger. Pointer la naïveté du gouvernement socialiste, à mon avis, aurait été largement suffisant. Ouais. Nicolas Corato, et avant d'accueillir Baptiste qui nous appelle au 0826 300 300, Nicolas Corato, est-ce que cette sortie peut avoir, selon vous, un impact dans les sondages, dans les intentions de vote ? Oui. Et dans quel sens, selon vous ? Je l'espère, je le pense. Mais encore une fois, c'est une capacité à gouverner, à mener un pays sans le diviser, sans le faire exploser. Je pense que c'est un vrai sujet. Je reviens sur ce que disait Frédéric. On ne peut pas dire... D'abord, on a le droit de s'indigner même quand on est un politologue. Et l'indignation, je pense que c'est sain dans une nation. On ne peut pas laisser uniquement Éric Zemmour s'indigner. Éric Zemmour s'indigne beaucoup. On peut aussi s'indigner des indignations d'Éric Zemmour. Première chose. La deuxième, c'est quand même... Vous parliez de pleurnicherie. Moi, je ne peux pas laisser passer ce mot-là. Allez voir, alors salle d'audience au palais de justice, et vous verrez la manière dont se comportent et dont sont debout les victimes du 13 novembre et les veuves ou les gens qui ont survécu à ce carnage. Vous verrez à quel point on est très très loin de la pleurnicherie. Non mais alors, Nicolas, je comprends ce que veut dire Frédéric Sinclair. Non mais attendez, moi je ne peux pas laisser passer cette idée qu'il y aurait d'un côté les faibles, Nicolas, vous déformez mes propos. Et d'un côté les très forts. Et d'un côté, les très forts réactionnaires. Vous déformez mes propos. Non, vous avez parlé de pleurnicherie. Vous déformez mes propos. Je parle de pleurnicherie pour la classe politique et médiatique, pas pour les victimes. Je parle de pleurnicherie pour la classe politique et médiatique, pas pour les victimes. Oui, bien sûr, pas sûr. Parce que je vais vous dire, moi, qui aujourd'hui menace la France et qui est avec les djihadistes ? Qui a dit « Je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient ». Ce dont nous ne sommes plus capables. Quand des gens agissent parce qu'ils pensent que leur mort le leur demande, il y a quelque chose de respectable. C'est ainsi, les humains sont complexes, donc combattons-les, mais arrêtons de les mépriser. Qui a dit ça? C'est pas François Hollande. Je vous réponds. François Hollande, c'est Éric Zemmour. Je vous réponds. Donc, je vais vous dire, l'allié objectif ou le complice utile d'une partie des gens qui veulent détruire la France, on sait où il est. Et moi, mais je vous réponds. On a compris. On laisse finir Nicolas Corato et vous répondrez juste après Frédéric Sinclair. Il faut conclure. Oui. Alors, donc, je vous réponds en deux mots. Allez-y, Frédéric Sinclair, allez-y. Premièrement, j'analyse les propos d'Éric Zemmour. Je ne suis pas son avocat et je ne suis pas non plus membre de son parti.
Deuxièmement, quand je parle de pleurnicherie, encore une fois, je pose une analyse politique et je parle de pleurnicherie de commémoration. Je vous rappelle que c'est la classe politique et la classe médiatique qui pleurnichent et qui commémorent, et non pas les victimes, qui, elles, bien évidemment, sont affligées, puisque victimes. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. Quand vous cherchez à me reprendre et à me moraliser, en réalité, vous déformez mes propos. Mes propos sont politiques. En réalité, je continue de dire, je maintiens que Éric Zemmour... politiques. On est d'accord. Éric Zemmour a vraiment acté le fait que la classe politique et la classe médiatique ne sont pas au niveau de la guerre qui est menée aux Français. Et je continue de penser qu'il mène ce combat que vous appelez polémique à dessein, et je pense que ce combat le sert, quoi que vous en pensiez. Mais merci de me laisser en dehors de la chose. Je ne suis pas là pour défendre mon point de vue, mais pour analyser une séquence politique qui est celle d'Éric Zemmour. Alors, Nicolas Corato, c'est vrai que à chaque attentat, on entend dans des reportages, par exemple, quand on donne la parole aux Français, beaucoup dire « on en a marre », je cite le mot prononcé par Frédéric Sinclair, « on en a marre de ces pleurnicheries, on en a marre des bouquets de fleurs, de commémorer à chaque fois. Maintenant, on a envie de passer à l'action, entre guillemets. On attend de réelles propositions. » On l'entend, ça, Nicolas Corato. Mais d'abord, pardon, il n'y a pas eu que des commémorations. C'est vrai qu'à chaque fois on commémore, et moi ça ne me choque pas qu'on commémore et qu'on prenne le deuil de ceux qui sont touchés par la barbarie terroriste islamique. Mais en même temps, regardez depuis 2015 ce qui a été fait. Combien de lois d'urgence, d'état d'urgence, combien de lois d'exception, combien de réformes de code de procédure pénale, combien de lois antiterroristes ont été passées, combien de réformes législatives sont venues. Mais combien de moyens ont été donnés et de nouveaux moyens d'action ont été donnés, notamment aux services de renseignement. La France n'est pas restée inactive face au terrorisme. D'ailleurs, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si c'est bien des lois qu'il faut pour lutter contre le terrorisme et non pas beaucoup plus de moyens pour nos forces d'enquête, nos forces de renseignement et nos forces armées. Voilà un vrai sujet de débat sur le fond que moi j'aimerais qu'on puisse aborder dans cette élection présidentielle, et pas stigmatiser ceux qui commémoreraient et ceux qui combattraient. Ça peut être les mêmes. Je vais vous dire que les gens qui ont manifesté leur douleur et leur deuil devant le Bataclan sont tout aussi combatifs que ceux qui viennent après la bataille jeter de l'huile sur le feu sans aucune considération pour la mémoire des morts. Êtes-vous indigné par les propos d'Éric Zemmour devant le Bataclan? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites non à 84%, puis vous nous appelez 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio. Pour réagir, Baptiste de Boulogne-Billancourt est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Baptiste. Alors, pour vous, ce sont des propos insensés, les propos d'Éric Zemmour. Zemmour est allé trop loin. Oui, et je vais reprendre ce qu'a dit presque mot pour mot Nicolas, puisque je partage absolument son analyse. Donc je ne fais pas partie, moi, des 84% qui sont pas indignés. Mais c'est presque en train de devenir une habitude. En fait, ce qu'il faut bien comprendre pour travailler dans la com, il faut bien comprendre que, en fait, Éric Zemmour en a un peu rien à foutre de tout le monde. C'est-à-dire qu'il méprise les Français autant qu'il méprise les victimes des actes terroristes, etc. Bon, il méprise pas autant les terroristes, puisqu'il les admire un petit peu, mais il méprise un peu tout le monde. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que là, il est en campagne, qu'il a besoin de presse, qu'il a besoin d'apparaître dans les médias, et aller faire campagne sur le perron du Bataclan, mais on est au-delà de l'indignité. On est au-delà de l'indignité. On est dans un crachat à la gueule des familles et des victimes de tous ces attentats. Voilà. C'est de la récupération politique. Ah ouais, non mais là c'est la récupération politique à la limite. C'est stratégique, ça peut être stratégique. C'est un sport national pour tous les politiques, mais là on est au-delà de ça. Imaginons seulement ce qui se serait passé si Jean-Marie Le Pen s'était comporté comme ça, en allant faire une campagne présidentielle lors d'une commémoration d'attentats qui ont coûté la vie à plus de 100 personnes dans ce pays. Enfin, posez-vous simplement la question. Nicolas Corato, est-ce que vous trouvez que la classe, les cadres politiques, la classe politique ne s'est pas assez indignée, on les a pas assez entendus sur les propos d'Éric Zemmour? Oui, je pense que la classe politique, et notamment à gauche, je le dis, mais pas seulement, y compris à droite, elle a abdiqué par rapport à l'expression médiatique et à la guerre culturelle qu'a lancé Éric Zemmour, qu'il a lancé d'ailleurs à tous les républicains et pas simplement à la gauche. Je pense que ça pose vraiment la question de la réaction, et qu'on voit d'ailleurs que
beaucoup d'hommes politiques, y compris à droite, sont en train de se dire qu'ils ont perdu beaucoup trop de temps, et ils ont laissé beaucoup trop de temps Éric Zemmour parler tout seul dans le poste, sans aucun contradicteur. Alors c'était aussi le choix notamment de la chaîne qu'il hébergeait sur CNews, qu'il avait complaisamment placé face à une non-contradiction. Donc il y avait une volonté délibérée. Mais moi je pense qu'effectivement il est temps, et la réplique est en train de s'organiser, je l'espère, et je le souhaite, parce qu'il faut débattre avec Éric Zemmour, mais il faut aussi rappeler des règles, notamment des règles républicaines. Il y a notamment un consensus pour qu'on respecte nos morts, et on ne fait pas campagne devant les monuments morts. Voilà. Je crois que ça, c'est une grande tradition française. Lui qui est un homme d'histoire et de tradition devrait se rappeler la tradition française, qui est on n'utilise pas les morts du pays, les morts de ceux qui sont morts pour le pays ou qui sont morts parce que d'autres attaquaient ce pays. On n'utilise pas ces morts pour faire de la politique. Éric Zemmour a démontré finalement qu'il était un petit politicien, bien plus petit que les autres qu'il dénonce d'ailleurs. Et je pense que ça lui coûtera cher à terme, parce qu'on va s'apercevoir qu'à part provoquer, à part pousser les limites de l'inacceptable, il n'apporte rien au pays que la division et que de l'explosion sociale. Pour conclure sur le sujet, Frédéric Sinclair, est-ce qu'Éric Zemmour est en train de se diaboliser ? Je ne crois pas. Je pense que sa stratégie, en réalité, est la même depuis le début. Cette histoire du 13 novembre, manifestement, irrite davantage, je vous dis, parce qu'il y a deux formes d'hystérie, en fait, dans le pays. Il y a une première forme d'hystérie sanitaire. Dès qu'on touche à la question sanitaire, les pensées s'hystérisent. Et il y a une forme d'hystérie terroriste, où dès qu'on aborde ces questions-là, il y a toute une partie, notamment de la gauche, qui veut commémorer, passer du temps en deuil, etc., etc., etc. Et Éric Zemmour est irrité par ce genre d'attitude, parce qu'il rend les responsables politiques coupables des maux dont souffre la nation. Alors je pense qu'en réalité, il compatit avec les personnes, avec les victimes, et je pense qu'il se déplace à dessein, c'est-à-dire pour leur dire, regardez, les politiques aujourd'hui vous ont laissé tomber, et c'est pour ça que vous en êtes là encore 6 ans après à commémorer. Avec moi, les choses vont changer. On va faire la guerre, et cette guerre, on va la gagner. Donc je pense que c'est vraiment une position politique constante chez lui. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça change. À mon avis, il va enfoncer le même clou dans les mois qui viennent jusqu'à la campagne présidentielle. Êtes-vous indigné par les propos d'Éric Zemmour devant le Bataclan ? Eh bien, score final, vous dites non à 82%. Tiens, restez avec nous, Baptiste. Restez encore quelques minutes avec nous. Dans un instant, nous allons revenir sur le deuxième débat des LR. C'était hier, un débat qui a fait réagir la classe politique, notamment Christophe Castaner, le patron des députés La République En Marche, qui regrette une extrême droitisation des débats chez les Républicains. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Là encore, vous votez sur les réseaux sociaux. On en débat dans un instant avec Nicolas Corato, Frédéric Sinclair, Baptiste qui reste avec nous, et vous, 0826 300 300, n'hésitez pas, 0826 300 300, le numéro du standard de Sud Radio pour participer à notre débat. Tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Retour des voix de la politique sur Sud Radio avec Nicolas Corato ce soir, fondateur du comité de réflexion Place de la République. C'est également avec le politologue Frédéric Sinclair et Baptiste au 0826 300 300. Continuez de nous appeler, évidemment, c'est le numéro du standard de Sud Radio pour débattre avec Nicolas, avec Frédéric. Les 5 candidats au Congrès des Républicains ont débattu hier pour la deuxième fois, un débat qui a fait réagir certains cadres politiques, notamment Christophe Castaner, le patron des députés LREM, qui a regretté chez les LR, je le cite, une extrême droitisation des débats. On l'écoute. Il est clair que chez les LR et chez les responsables qui ont parlé hier, il y a un effet Zemmour. Ils font la course à l'échalote, c'est le concours Lépine de l'idée la plus radicale possible. Alors, le concours Lépine de l'idée la plus radicale, est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Castaner, Nicolas Corato ? Ça me coûte de le dire, parce que je suis oui, je sais bien, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais je dois reconnaître qu'effectivement, hier, près des 2/3, selon les comptages qui ont été faits par certaines cercles de réflexion, près des 2/3 des débats ont tourné autour des questions d'immigration et de sécurité, avec effectivement une sorte de débat crescendo sur qui présenterait la mesure la plus zémourisante du soir. Donc, et sans qu'aucune voix d'ailleurs un peu plus modérée, un peu plus responsable ne s'élève sur ces sujets. On a eu vraiment l'impression d'une vague qui entraînait tous ces candidats vers le camp de Zemmour, si bien qu'à la fin,
on pouvait même regretter finalement de ne pas avoir écouté Éric Zemmour, parce que, vous voyez, la copie, c'est toujours moins bien que l'original, surtout quand il s'agit d'intransigeance et d'anti-républicanisme. Donc, j'ai été, moi, effectivement, très marqué par non seulement l'organisation de ce débat, le fait, par exemple, que des candidats de la droite républicaine désertent leurs propres thèmes privilégiés, que peuvent être le développement économique, la croissance, la réforme des retraites, la réforme des comptes publics. Enfin, on a l'impression que tout ça ne les intéresse plus. Et donc, c'est une information importante, que la seule chose qu'ils feront en 5 ans, c'est de s'occuper de l'immigration et de la sécurité. C'est certainement 2 thèmes très intéressants qu'il faut mettre dans le débat public. Mais moi, j'aurais aimé peut-être les entendre aussi sur l'éducation, sur le développement. Alors, peut-être, Nicolas, parce qu'ils savent qu'ils s'adressent aux militants. Il y en a un petit peu plus de 100 000 qui vont voter, et pas aux Français aussi. Alors, peut-être que le débat aura une autre allure dans quelques semaines. Vous avez raison, c'est toute l'ambiguïté de ce débat qui a pour principal objectif de séduire et de convaincre quelques dizaines de milliers de militants qui vont voter pour investir le candidat de LR. Et c'est là où c'est aussi un piège, c'est-à-dire que celui qui sera investi, il va falloir qu'il tienne ensuite un discours de candidat auprès de tous les Français, et notamment des sympathisants de droite, et pas uniquement des militants du parti. Et on lui ressortira les termes et ses positions au débat. Mais commencer à cliver extrêmement à droite, voire même à l'extrême droite, quand on n'est même pas investi, ça porte quand même des conséquences sur le parcours ensuite du candidat de la droite républicaine, qui devra, à mon sens, aussi séduire une partie d'un électorat bien moins radicalisé que certains militants LR. Alors, Frédéric Sinclair, l'analyse du politologue, c'est stratégique? Les thèmes abordés lors des débats, c'est stratégique. On s'adresse aux militants, on se fait élire par les militants, et après ce sera un autre discours. On passera au discours de candidat, comme le dit Nicolas Corato. Alors oui, il y a quelques erreurs, à mon avis, d'analyse dans ce que dit Nicolas Corato. La première, c'est qu'on se rend compte qu'en 2016, la primaire était ouverte, et que le discours de Fillon, qui était parmi les plus radicaux, est celui qui a séduit le plus les militants et les sympathisants. Donc je ne suis pas certain que cette dichotomie entre militants radicaux d'un côté et sympathisants plus modérés de l'autre soit juste. La deuxième chose, c'est que quand on dit il y a 2/3 des débats qui ont porté sur l'immigration et la sécurité, pardon, mais c'est les journalistes de BFM TV qui fixent le tempo. Donc hier, il y avait une volonté délibérée d'entendre les candidats de la droite sur des questions d'immigration et de sécurité, parce que c'est effectivement un pôle extrêmement important, et puis que ça fait 10 ans qu'on a une gauche socialiste et puis une gauche libérale qui sont au gouvernement, et donc on a en matière de sécurité une politique de gauche depuis 10 ans, et donc effectivement il y a des militants de droite qui rongent leurs freins. Donc cette question-là est importante, mais vous remarquerez que la question économique a aussi été abordée. Les débats sont allés jusqu'à minuit, on a eu à peu près 1h30 sur la question immigration, jusqu'à 10h30, immigration et sécurité. Ensuite on a enchaîné sur des questions économiques assez longuement, un tout petit peu de santé, et puis un peu de politique étrangère. Donc il me semble que c'est équilibré. Sur la phrase de Castaner, en un mot, bon, c'est maintenant très classique. On extrême droitise, on fascise, on nazise, c'est-à-dire qu'on disqualifie le prétendant en le plaçant hors du champ républicain, on le délégitime, et comme ça, on n'a plus besoin de débattre avec lui, il est en dehors du champ républicain, au revoir, fermez le banc, terminé, on fait comme ça. C'est vrai que l'obsession de l'extrême droite, c'est l'immigration et la sécurité. C'est peut-être pour ça que Castaner a employé cette expression, l'extrême droitisation. Je vous rappelle les positions de Kuzmanovic, qui n'est pas franchement à l'extrême droite, c'est plutôt du côté de Mélenchon, et qui s'en est séparé justement parce que Mélenchon est un islamo-gauchiste qui ne veut pas entendre parler des questions de laïcité, des questions d'islam et des questions d'immigration. Et il a fondé, et Michel Onfray n'est pas loin de faire la même chose sur des positions différentes de la droite, mais avec sa revue, où lui aussi, il remet au centre du débat ces questions migratoires, ces questions de civilisation, ces questions identitaires, parce qu'on ne peut pas les évacuer. Regardez les sondages, tous les Français aujourd'hui se plaignent du laxisme de la justice. C'est 81% des Français dans un sondage CSA de mai dernier qui disait que la justice était laxiste. Comment vous voulez, 80% des Français, pas des Français de droite, comment vous voulez qu'on évite ces questions-là à l'approche de la présidentielle? Je ne parle même pas des questions d'immigration, c'est le sujet du jour. On a des migrants qui arrivent en Biélorussie.
Et on sait que s'ils passent la frontière, on les retrouvera en France de façon immédiate parce qu'il n'y a plus de frontières internes. On a des questions de sécurité tous les jours. Il y a encore un policier qui a été poignardé à Cannes par un Algérien. Donc, on ne peut pas éviter ces questions-là. C'est le réel qui rattrape la campagne présidentielle. C'est pas que Zemmour. Ouais, alors on va poser justement la question à Baptiste qui est avec nous au 0826 300 300. Baptiste, est-ce que les candidats, les Républicains hier lors du débat, est-ce qu'ils étaient déconnectés des préoccupations des Français selon vous ? Oui, ils étaient bien sûr déconnectés des préoccupations des Français puisqu'ils ont abordé très longuement un seul des 5 thèmes qui est le plus important pour les Français, en tout cas selon les dernières études, qui est le thème de la sécurité. Donc oui, ils sont déconnectés, mais ça c'est pas nouveau. En revanche, ils sont très connectés au seul électorat qui peuvent capter, parce qu'en fait, avec la présence de Macron et avec la force de Macron au centre, les pauvres républicains, en fait, ils n'ont pas le choix. Ils prennent maintenant les voix de Zemmour ou les voix de Le Pen. Donc c'est pas très compliqué, en fait. On en fait des caisses. Vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'on en a parlé un petit peu dans les médias. Il y avait la COP26 il n'y a pas très longtemps. On a fait 0 minute sur la protection de l'environnement, sur l'écologie, sur la transition énergétique. 0 minute. Voilà. Je pense que ça, c'était peut-être un sujet intéressant à aborder. Voilà, ils l'ont pas fait. Et juste, voilà, je suis catastrophé, mais en même temps, moi, je suis clairement pas de droite, hein, donc à la limite, je me réjouis pas parce que ça me réjouit pas de voir un parti aussi ancien dérivé à ce point-là, et ça ressemble un peu à la dérive du Parti républicain aux États-Unis avec l'arrivée de Trump, et même depuis son départ. Donc c'est toujours un peu triste, même pour quelqu'un comme moi qui est de gauche, mais surtout moi j'ai beaucoup d'amis qui sont plutôt de cette sensibilité politique et qui sont tout aussi catastrophés que moi, parce que eux voulaient une alternative à Macron et à Le Pen, et les républicains ne leur donnent plus. Voilà. Frédéric Sinclair, et je vais poser la même question à Nicolas Corato, il nous reste 1 minute 30. Vous êtes d'accord avec Yannick Jadot lorsqu'il dit que le débat politique est urbanisé en Europe ? Non, mais ça participe exactement de la même disqualification. Placer les gens à l'extrême droite ou les placer du côté d'Orban, des Polonais et de Poutine, c'est une façon de dire ces gens-là ne sont pas fréquentables, au revoir. Ouais. Nicolas Corato. Il n'a pas tout à fait tort. Je ne sais pas qui est pire entre Éric Zemmour et M. Orban. Ce que je peux dire, c'est que moi, ma conviction, parce qu'elle se fonde sur un certain nombre d'éléments objectifs, c'est que on le voit commencer dans les études qualitatives qui remontent. Il y a une forme de lassitude des Français à n'entendre parler que d'un seul des 5 thèmes qui les intéressent. Et notamment de ne pas entendre parler du pouvoir d'achat. Je pense que hier, par exemple, il faut se rappeler, Nicolas Sarkozy a gagné son élection en 2007 sur le travail et notamment sur le pouvoir d'achat. Les Républicains, c'était aussi un parti qui avait des propositions et qui se mobilisait sur le pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes. Moi, hier soir, je n'ai rien entendu, ou quasiment rien, à part une histoire de chèque, et d'ailleurs qui a été très très largement retoquée par M. Barnier. Je n'ai quasiment rien entendu sur cette question du pouvoir d'achat et de la situation des classes moyennes. Et je pense qu'à terme, moi je le pense et je l'espère, les Français se désolidariseront certainement de l'obsession médiatique, mais aussi politique, tout camp confondu, pour le seul sujet de l'immigration et de la sécurité, qui sont des sujets importants, mais qui ne sont pas les seuls qui préoccupent les Français, très loin de là. Il y a donc bien un effet Zemmour, comme le dit Christophe Castaner. Oui, il y a un effet déformant de Zemmour. Moi, je ne partage pas l'opinion, et il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens, que les Français sont obsédés par la guerre de civilisation. Je pense que les Français ils sont surtout obsédés pour les fins de mois, pour l'avenir de leurs enfants, et que donc, notamment les notions d'écologie, de pouvoir d'achat, de développement économique et social, sont aussi au centre de leurs préoccupations. Et qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que tout le monde s'en rende compte et en tire les conséquences politiques. Alors vous parlez de Nicolas Sarkozy, c'était en 2007 et c'était le fameux slogan « Et qu'il a fait gagner, je suis d'accord avec vous, travailler plus pour gagner plus ». Ben oui. Merci à vous Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre « Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle ». Procurez-vous ce livre. Noël, c'est dans quelques semaines, c'est aux éditions Heredium. Merci à vous mon cher Frédéric Sinclair pour vos analyses, politologue, auteur de La refondation de la droite, c'est aux éditions Salvatore. Merci à Baptiste au 0826 300 300 d'avoir donné son avis et d'avoir participé à notre débat. Dans un instant, vous avez rendez-vous comme chaque soir avec le Loft Musique.
La vie qu'on mène, c'est le nouveau titre du chanteur Jérémy Frérot. Voilà, il faisait partie du groupe Les Frérots de la Vega. Il s'est lancé en solo. La vie qu'on mène, son nouveau titre. Jérémy Frérot, dans un instant, l'invité d'Yvan Cujous pour le Loft. À tout de suite.